merci pour cette super introduction, Aïcha. C'est très, très gentil de ta part. Et en effet, je me considère de faire partie de cette belle famille marocaine. Alors, je voudrais vous dire que je n'ai pas de conflit d'intérêt avec cette présentation, mais j'ai que du bonheur après autant de mois de confinement et d'absence de congrès de visu. Alors, voilà pourquoi on présente avec le sourire, d'autant plus que Atul nous a dit hier, il faut du bonheur, il faut rigoler. Alors, est-ce que vous saviez, juste ça c'est des rappels, tout le monde le sait, que la sclérose aortique représente quasiment, est présente chez 25% des patients qui ont plus de 65 ans. Donc c'est une épidémie. Plus de 16% des patients qui ont une sclérose aortique vont progresser vers la sténose dans les 8 ans à venir. La sténose aortique a une prévalence de 2 à 7% chez les patients de plus de 65 ans. C'est-à-dire qu'il y en a quelques-uns déjà dans cette salle qui ont plus de 65 ans. Il faut faire une échographie pour voir s'ils ont une sténose aortique. L'incidence annuelle est de 4,5 par an chez les patients de plus de 65 ans. Ajoutez à ça que le problème de la fibrillation atriale est très commun chez ces patients-là du fait de choses communes qui sont l'âge, avec plus de 35% des sténoses aortiques qui auraient une fibrillation atriale. Et ça, ça vient d'une grande étude multicentrique de 17 pays. De plus, on peut rajouter bien d'autres maladies qui viennent avec l'âge, l'IM dégénérative, l'IM secondaire, qui sont présentes aussi chez les patients qui ont une sténose aortique. Et puis, je vous raconterai au fur et à mesure du topo d'autres maladies qui sont cachées derrière la sténose aortique. Alors évidemment, pour l'échographiste que je suis, quand on me demande de quantifier une sténose aortique, c'est pas du pur plaisir comme on pourrait le penser, ouais, fastoche, non. Je me dis, oh là là, et c'est pas ce que vraiment, comme il dit Mark Twain, c'est pas vraiment ce qu'on ne sait pas qui nous embête, mais vraiment ce qu'on finalement on sait parce que c'est troublant. Et bien sûr, on a de l'autre côté notre interventionnel ou notre chirurgien qui nous disent « Est-ce que vous êtes sûr de ce que vous racontez ?» Genre, c'est très facile, on est là pour lui donner une réponse oui ou non, ce qui n'est pas souvent possible. Alors pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on me demande de parler de sténoses aortiques qui se présentent dans des situations difficiles. Pourquoi les situations difficiles? Parce que tout simplement, les erreurs des mesures, ce qu'on appelle les technical pitfalls, sont très très nombreuses quand on quantifie la sténose aortique. On s'est rendu compte avec le temps qu'on n'a pas une seule sténose aortique, mais on a plusieurs types de sténose aortique. Comment quantifier la sténose quand on a associé sa copine l'hypertension artérielle qui est très fréquente chez les personnes âgées? Comment quantifier quand on a une fibrillation atriale? Comment quantifier la sténose aortique quand on a une autre obstruction qui se rajoute au niveau du ventricule gauche? Comment quantifier les patients qui ont un low flow, ce qu'on va en parler beaucoup, low gradient, avec ou fraction d'éjection altérée ou pas? Les gens qui ont d'autres polyvalvulopathies, vous êtes dans un pays où il y a des polyvalvulopathies à cause du RAA, et donc qu'ils ont une MS, une sténose mitrale, une insuffisance tricuspidienne, une insuffisance mitrale. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Et puis, qu'en fait-on des patients qui n'ont pas de symptômes du tout? Ça, c'est aussi un problème difficile. Je n'aurai pas le temps de parler de tout ça aujourd'hui, mais au moins, vous savez qu'il y a beaucoup, beaucoup de situations difficiles et surtout ce qui est à la mode. Et Aïcha a invité Philippe Ibarro qui va parler de la sténose aortique moyenne chez les gens qui ont une insuffisance cardiaque ou vice-versa. Ça, c'est aussi problématique et c'est très conflictuel. Alors, bien sûr, si vous pensez que j'ai fait 7000 km, vous parlez de ce patient qui a 67 ans et qui est symptomatique, qui a des pseudosyncopes, qui a des douleurs thoraciques et qui a cette échographie qui montre un gradient max à 134, un gradient moins à 75, une aire valvulaire à 0,5, eh bien vous vous trompez parce que ce patient, il est en fait une indication classe A pour l'opérer. Donc je ne vous parlerai pas de cette situation qui est considérée comme facile. Le problème, c'est que ce patient représente uniquement 50% des patients qui ont des sténoses aortiques. Et toutes les autres 50%, ça rentre dans tout ce que je vous ai dit, les situations qui sont très difficiles. Alors rappelez-vous, quand on a commencé à parler de sténose aortique, on parlait en fait de la lésion valvulaire. On a fait une classification prenant en considération la lésion valvulaire en fonction du gradient moyen et de l'aire valvulaire et de pic de vélocité. Et petit à petit, avec ce que Eric Abergel appelle les inventeurs du low flow low gradient, ça nous a perturbés. Et ces deux, vous les connaissez bien, ils sont aussi fameux après Céline Dion et René de Québec. C'est un couple super fameux qui s'appelle Philippe Ibarro et Duménil, qui ont au moins eu le mérite de nous parler d'une entité
alors bien sûr, il y a eu beaucoup de débats là-dessus, sur la prévalence, sur l'existence. On sait que ça existe. Après la prévalence, c'est un autre débat. On sait que certains patients avec sténose aortique sévère ont un low flow, low gradient, malgré une fraction d'éjection normale. Et depuis ce temps-là, on est perturbé. Et il y a eu d'autres classifications de cette sténose aortique qui ne prend pas en considération uniquement la lésion, mais également la notion de flow. Je vais vous expliquer ce que c'est le flow. On appelle ça des volumes d'éjection systolique versus ce flow rate. Et le gradient, mais aussi la fraction d'éjection. On a au moins 4 types en fonction, on prend en considération toutes ces considérations. Et vous savez, voyez ici la case C, qui représente uniquement 50%. Il n'y a pas de discordance entre le gradient, la fraction d'éjection et le flux. Alors, juste un petit rappel pour les plus jeunes entre nous, parce que souvent les gens ont dit low flow, mais en fait, quand Philippe Ibarro a parlé de flow, il voulait parler du stroke volume, qui est le volume d'éjection systolique indexé à la surface corporelle, qui est présent ici. Et vous voyez qu'arbitrairement, la médiane de sa population en 2007 a dit que c'était 35 millilitres par mètre carré. On sait que c'est une valeur continue maintenant, et de plus en plus, on parle de ce qu'on appelle le flow rate. En fait, le flow rate, c'est ce volume d'éjection systolique divisé par le temps d'éjection qu'on a tendance à oublier et qui existait déjà dans les papiers des années 70, bien entendu. Et là, je vous ai mis un papier qui est sorti, bien sûr, on voulait le faire comme d'habitude. Il y a toujours des gens beaucoup plus rapides, dont Philippe est co-auteur, le 31 août 2021, qui compare et classifie les gens selon le volume d'éjection systolique versus le flow rate, c'est-à-dire le volume d'éjection divisé par le temps d'éjection au lieu de la surface corporelle. On a l'impression que ça classifie moins et ça rend les gens qui ont cette discordance moins importante. Et c'est ça qu'on nous a reproché en fait, en réalité, à cette équation de continuité en échographie qui finalement prend en considération le stroke volume, mais elle ne prend pas en considération ce que nos anciens et nos seniors faisaient, c'est-à-dire l'équation de Gorlin qui prend en considération le temps d'éjection, le flow rate divisé par le gradient moyenne. Peut-être qu'un jour, on reviendra par échographie à faire cette équation de Gorlin parce qu'on s'est rendu compte que c'est important. Alors, pour commencer, pour les problèmes, si vous voulez, pour éviter les situations difficiles, il faut commencer par confirmer la fiabilité de nos mesures. C'est quoi la fiabilité? C'est-à-dire faire une très bonne mesure de la chambre de chasse du ventricule gauche. Si on ne peut pas par ETT, parce qu'il y a beaucoup de calcifications, ne pas hésiter à faire une ETE ou utiliser une formule que David Messika avait validée à l'époque avec le TO. Bien sûr, avoir un très bon signal de l'ITV sous-aortique et de l'ITV aortique par pulsé et par continu, parce qu'on a l'impression que c'est facile, mais ce n'est pas toujours facile. Il faut bien être aligné et on peut vraiment passer, si on change de place et on va vers la parasternale droite, on peut facilement gagner 20 à 25 mm et par conséquent changer d'un low flow, low gradient à un rétrécissement aortique classique. Alors, bien sûr, essayez de comparer cette mesure de volume d'éjection qui est mesurée par Doppler, le comparer à la mesure par Simpson et éventuellement par IRM si on a la possibilité. Ne pas hésiter à utiliser l'index, ce qu'on appelle le DVI, l'index de vélocité, qui est considéré indépendant de la mesure de la chambre de chasse. Et puis, de temps en temps, savoir indexer à la surface corporelle. Alors ça, c'est Christine qui m'a donné hier soir cette image de valve très calcifiée. Et Catherine Otto n'arrête pas de nous dire, avant d'attaquer toutes les mesures que vous connaissez, n'oubliez pas de regarder la valve, parce que des fois, quand on voit une valve aussi calcifiée, même si on a des aires valvulaires, des gradients à 20, à 30, etc., ça nous donne rapidement une idée du degré de calcification. Cependant, quand vous avez un sujet jeune, on a quand même des pitfalls, on peut regarder la valve, on n'a pas beaucoup de calcification dans une valve bicuspide chez des gens, où le mécanisme, si vous voulez, de sténose est plutôt ce qu'on appelle un doming de la valve. Je ne sais plus exactement ce que c'est en français, le doming. Elle fait comme un dôme, probablement, sans beaucoup de calcification, et c'est pas pour autant, c'est quand même sévère. Donc, à partir du moment où vous avez en tête ces petits pitfalls, il faut savoir pourquoi ce patient a un low flow, un low gradient. Vous avez éliminé les erreurs de mesure, vous avez demandé à un collègue, avant d'attaquer, parce que je sais que Christine et Eric ont fait un topo en disant il ne faut pas sauter sur toutes les autres modalités d'imagerie, essayez de demander d'abord à un copain. Des fois, un collègue qui a l'habitude peut vous aider là-dessus. Regardez les autres situations ou les autres maladies qui peuvent donner un état de bas débit, c'est-à-dire une cardiopathie restrictive, cachée, une fibrose myocardique, une amylose cardiaque, etc., une fibrillation atriale. On va en parler tout à l'heure. Alors, les causes potentielles du low flow
et du low gradient en présence du nerf valvulaire qui est mesuré. Je vous ai mis en gris tout ce qu'on a déjà parlé, c'est-à-dire les erreurs de mesure. Il ne faut pas oublier de traiter l'hypertension artérielle, de voir s'il y a un problème de fibrillation atriale rapide, et puis attention à l'obésité du patient. Des fois, en fonction, si on indexe à sa surface corporelle, on peut faussement tomber sur une sténose sévère. Et puis, il faut savoir aussi quelque chose, que les guidelines ont décidé de corréler 1 cm² à 40. Or, dans la réalité, en KT, pour ceux qui ont fait du KT, 1 cm² correspond à 32 mm de mercure. Donc, c'est vrai qu'il y a une petite discordance interne, on appelle ça internal inconsistency, qui fait que 1 cm² correspond en réalité à 32 et c'est 0,8 cm² qui correspond à 40. Mais en réalité, ce n'est pas aberrant, puisqu'en fait, le pronostic des malades commence à être mauvais à partir de 1 cm². Donc, l'hypertension artérielle, c'est un gros problème et on en a beaucoup parlé dans les guidelines américaines, européennes. Ça, c'est un papier, par exemple, il y en a plein, ça c'est de la Mayo Clinic, qui montre que quand on traite l'hypertension, non seulement on augmente les gradients, qui sont considérés comme low flow, low gradient, on augmente le stroke volume, on augmente l'air valvulaire, donc on passe d'un grade d'une sténose aortique à un autre. On change de grade de sévérité rien qu'en traitant l'hypertension artérielle. Et tout ce qui devient paradoxal, comme par hasard, devient une sténose aortique moyenne. Donc vraiment, faites l'écho quand la tension artérielle est inférieure à 140, 90 et même on parle maintenant de 135, 85. Donc l'hypertension et la sténose, c'est quand même des liaisons qui sont assez dangereuses. Elle sous-estime, elle introduit la notion de low flow alors que peut-être il n'y en a pas. La présence de l'hypertension, elle affecte l'hémodynamique de la sténose aortique et augmente le remodelage inverse. Et puis l'hypertension en elle-même, si elle n'est pas traitée, ça accélère la progression de la sténose vers un pronostic qui est mauvais. Ça, c'est un cas, par exemple, alors je vais montrer beaucoup de cas. Un cas d'un patient qui a 80 ans, qui a une discordance entre l'air valvulaire qui est à 0,80, le gradient moyen est à 20 et le stroke volume à 33. Ce patient, il a une petite cavité, il a une fraction d'éjection à 60%. On a vérifié les erreurs de mesure, mais pour être sûr qu'on n'est pas en train de parler d'une sténose moyenne, on la considère paradoxale, il ne faut pas hésiter à faire une ETO pour ce patient parce qu'il y a une décision derrière. Et vous voyez ici, l'ETO permet d'avoir une mesure X-plan qui permet vraiment de mesurer au moment où il y a la meilleure aire valvulaire visible. Et là, on peut faire une planimétrie. Et là, ça aide et on redresse tout de suite le diagnostic et on sait que c'est une sténose sévère malgré un gradient moyen à 20. Alors, l'ETO est importante pour ça, mais aussi pour améliorer la mesure du diamètre de chambre de chasse. Et vous voyez dans ce papier, par exemple, de Chalecki, il nous montre, par exemple, qu'on passe de 80 à 70% de sténose sévère quand on fait une ETO chez les patients, du low flow de 19 à 9%. Donc vraiment, on redresse le diagnostic à cause de ces erreurs de diamètre de chambre de chasse et du low gradient, low flow de 12 à 5% seulement. Donc n'hésitez pas à faire ça. Si je passe aux sténoses aortiques et fibrillation atriale, un gros problème, Eric m'a dit, n'oublie pas de parler de ça, c'est très important, c'est pas facile. Alors je vous donne une recette, des recettes faciles en 8 points. Évitez de faire l'échographie pendant que le patient a plus de 110-120 par minute. C'est quand même pas la peine, vous allez la refaire de toute façon. Essayez de contrôler le rythme, pas forcément sinusal, mais contrôler pour avoir moins de 90 pour faire une écho qui est lisible. Alors, il faut savoir que le volume d'éjection est dépendant de la diastole précédente. Donc, il faut vraiment utiliser des RR qui sont similaires quand vous mesurez l'ITV aortique et l'ITV sous-aortique. Et en réalité, on choisit, la plupart du temps, il est préférable de choisir des RR entre 600 et 800 millisecondes. Et puis ne pas hésiter à calculer l'index de vélocité. Ne pas obtenir et ne pas utiliser juste le gradient max pour faire votre compte-rendu. Vraiment essayer de faire une moyennage de 5 à 7 bits qui se ressemblent. Et une fois que vous avez fait toutes ces pitfalls, on peut toujours avoir des gens qui sont en fibrillation atriale et on a fait des bons calculs et malgré ça, ils ont quand même un état de low flow. Pourquoi? Parce qu'ils ont une dysfonction diastolique avancée, ils ont un petit ventricule, ils ont une physiologie restrictive, ils ont une IT sévère, ils ont une hypertension pulmonaire sévère. Tout ça, ça rend les choses encore plus compliquées et il faut savoir pourquoi ils ont une hypertension. Et là, on va en parler à la fin. C'est pas anodin. Quelqu'un qui a une sténose aortique, qui a une hypertension sévère, ça veut dire qu'il y a peut-être une autre maladie cachée derrière. Et vous savez de quoi je parle, vous allez le savoir. Et enfin, dernière recette, ne pas faire de l'échodobutamine, même si la fraction d'éjection est basse chez les gens qui ont une FA rapide, parce que ça ne peut qu'aggraver le rythme cardiaque et ne pas donner des informations. Alors,
Quand vous avez toutes ces discordances, quand on a dit, ne pas hésiter donc à utiliser le TO. Des fois, on a besoin d'utiliser le scanner. Pourquoi? Parce que ça permet d'évaluer le degré de calcification, surtout chez les patients qui sont âgés. Rappelez-vous, les gens jeunes qui ont une bicuspidie, c'est peut-être pas toujours utile. Des fois, l'IRM peut aider pour évaluer le degré de fibrose et le dommage cardiaque. Et puis, l'usage de la dobutamine low dose, on va en voir tout à l'heure dans la situation difficile du low flow, low gradient, low IF. Low ejection fraction. Alors des fois, c'est encore plus compliqué. Je vais vous montrer un cas qu'on a vu avec Najmuddin et mon collègue il y a moins d'un mois. Ce patient, je vais vous laisser réfléchir là-dessus. Regardez toutes les images, il y en a beaucoup, mais il y a une parasternale. Vous voyez la valve, vous avez une parasternale avec couleur, une 4 cavités, une 5 cavités, un petit VG là, une valve ici, et puis vous avez là-bas l'aorte abdominale. Alors, je vous donne 10 secondes, et puis là, vous avez les informations Doppler. Vous avez un gradient moyen qui est à 75 à travers la valve. Ça, c'est en parasternale droite. Ça, c'est à travers l'arche aortique. Là, c'est dans le ventricule. Et puis là, après le valsalva. Et la question que je vais vous poser, est-ce que c'est une bicuspidie aortique qui cause la sténose aortique? Est-ce que c'est une membrane sous-aortique qui cause l'obstruction au flot, parce que vous avez un gradient à 134 et un gradient moyen à 75? Est-ce que c'est une coartation aortique qui cause l'obstruction? Est-ce que c'est un petit ventricule hyperdynamique, comme vous l'avez vu, qui cause une obstruction intracavitaire et une obstruction? Est-ce qu'il a tout ça? Ou est-ce que je ne sais pas? Alors... comme ce n'est pas un atelier, je vais vous dire ce que les portes, qui est énorme ce report. Et bien, ce patient, il a 4 levels of obstruction. Il a 4 obstructions. Et ça, c'est la situation vraiment qui est invraisemblable, mais qui est vraie. C'est un patient vrai, c'est une jeune fille qui a 4 niveaux d'obstruction au niveau du ventricule, à l'intérieur du ventricule gauche. Avec le valsalva, ça augmente jusqu'à 80 mm de mercure. Il a une membrane sous-aortique qui est à 15 mm, je vais vous la montrer. Il a une sténose aortique due à la bicuspidie. Et puis, il a également une coartation on n'a pas vu, alors je vais vous montrer ici rapidement, on n'a pas vu en suprasternal, mais quand vous voyez le Doppler abdominal, vous voyez qu'il y a un dragging diastolique. Donc ça donne une idée qu'il y a une coartation. Et pour cela, le TT n'est pas suffisant, il faut aller plus loin et il faut vraiment penser à faire autre chose. La première chose, il faut faire une ETO pour bien vérifier la valve, la bicuspidie aortique. L'ETT n'est pas suffisante pour faire tout ça. Il faut voir l'anatomie par ETO, que ce soit ou par CT scan. Les continuités ne marchent pas puisqu'on a une obstruction sous-aortique. Il faut faire un calcium scoring des fois chez les gens âgés. Cette jeune fille, par exemple, on voit qu'il n'y a pas de calcification. Et puis, il faut faire surtout une étude hémodynamique par cathéter à chaque niveau de pression, c'est-à-dire dans le ventricule pour regarder les pressions intravégées, au niveau de la chambre de chasse, un cathéter, et puis on poule le cathéter, et puis on voit au niveau de la valve itself. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de niveaux d'obstruction, et ça, c'est vraiment une situation très, très compliquée. Maintenant, je passe à autre chose rapidement. Ce n'est pas un catalogue, mais c'est vraiment pour vous montrer qu'aussi, il y a des situations difficiles quand vous avez un patient multivalvulaire, notamment, par exemple, une sténose aortique avec une insuffisance mitrale significative. C'est une combinaison qui est fréquente. Juste pour vous rappeler, pour les plus jeunes, que ça vous paraît débile que de mélanger la sténose aortique, le signal en continu avec l'IM, mais ça peut arriver surtout si l'insuffisance mitrale est très excentrée. Pensez à voir que la sténose aortique, elle est vraiment limitée au temps d'éjection, et alors que l'insuffisance mitrale part du temps isovolumétrique de contraction jusqu'au temps isovolumétrique de relaxation ventriculaire. Vous voyez, donc je vous ai fait un dessin, c'est pas moi, c'est surtout mon collègue hémodynamicien, Dr Fadel, et vous voyez ici le signal de sténose aortique est plus en timing. Il faut enlever à peu près 50 millisecondes au début et 75 millisecondes après, à peu près, pour voir que ce n'est pas le même signal. Une fois que vous avez bien identifié le signal de sténose aortique, qu'est-ce qui fait le fait qu'on ait deux valvulopathies significatives? Quand il y a une obstruction au flux par rapport à une sténose aortique, eh bien, le sang a tendance naturellement à être facilité, à aller vers l'oreillette gauche quand une insuffisance mitrale sévère.
sévère. Donc à ce moment-là, vous allez en fait sous-estimer les gradients, vous allez créer un état de low flow à travers le stroke volume, à travers le forward, c'est-à-dire vers l'aorte, et vous allez avoir l'impression d'avoir une low flow, low gradient et une sténose aortique qui est moins sévère qu'il l'apparaît. Dans ce cas-là, il faut quand même se fier plus à l'air valvulaire plutôt que gradient et le flow. Alors, l'insuffisance mitrale elle-même, elle va surestimer la fraction d'éjection qui peut être en fait dysfonctionnelle dans la situation où vous avez une sténose aortique sévère avec une dysfonction VG. Donc attention, on va avoir l'impression d'une fraction d'éjection qui est importante alors que ce n'est pas à cause de la sténose aortique. Et enfin, si le patient a une FA associée à l'insuffisance mitrale, ce qui est très fréquent, le fait d'avoir perdu la contraction atriale va encore diminuer le flux, ce qu'on appelle le low flow, et puis les gradients vont diminuer. Donc c'est vraiment une situation qui est assez compliquée. Alors je vais passer au problème des patients qui sont très 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 malades, qui ont ce qu'on appelle le low flow, low gradient, low EF. Alors ça vous paraît facile, mais c'est une situation qui n'est pas facile. Ça c'est un patient qui a 68 ans, qui a une fraction d'éjection à 30% et qui a des pressions de remplissage augmentées. Vous avez vu le flux pulmonaire, on en a parlé hier. Vous avez des gradients qui sont bas, un GLS bas, un stroke volume à 21 et puis des gradients à 16 et 26. Que fait-on? Ce patient ne peut pas se passer de écho-dobutamine. Est-ce qu'il faut la faire? Oui, sa fraction d'éjection est inférieure à 50%. Et il a une aire valvulaire inférieure à 1 cm². Qu'est-ce qu'on attend de cet examen? Ça va nous permettre de dire est-ce que c'est une sténose sévère versus pseudo-sévère. Et en plus, ça va nous donner une idée sur le pronostic des malades en regardant sa réserve contractile. Alors oui, il faut le faire. Et voyez, on l'a fait. Et puis voyez ici, avec 20 microgrammes de dobutamine, on arrive à obtenir une belle réserve contractile. On arrive à améliorer la fraction d'éjection et à obtenir des paramètres où on voit que la sténose aortique est quand même sévère puisque l'aire valvulaire reste basse, inférieure à 1, et puis les gradients montent. Donc à ce moment-là, on suit ce que les guidelines nous disent. Si vous suivez ces guidelines de 2017 qui sont exactement les mêmes pour 2021, on est en face d'un patient qui a une vraie sténose aortique malgré des gradients bas. Et là, il faut aller à la chirurgie avec un pronostic qui est bien, ou un TAVI, bien entendu. Et là, vous voyez, 1 an après le TAVI, vous avez exactement les mêmes résultats en fait que l'écho-dobutamine vous a donné. Donc c'est vraiment, elle nous a prédit ce qui allait se passer après le TAVI. Le CT, on en a parlé tout à l'heure, il faut le faire pour mieux mesurer le diamètre de chambre de chasse, quand il y a des discordances, et ça c'est dans les guidelines 2021 aussi. Il faut vraiment, c'est dans l'algorithme, quand il y a un doute sur la sévérité, le fait d'avoir des calcifications sont bien corrélés au degré de sévérité de la sténose aortique. Et puis bien sûr, quand vous avez une arrière-pensée de faire un TAVI, ça va vous permettre d'explorer tout l'aortique. Vous voyez ces chiffres-là de D'Agaston, supérieur à 2000, likely, very likely que chez les hommes, qu'on ait une sténose sévère, supérieur à 1200 chez les femmes de calcification. C'est un scanner non injecté, facile, tout le monde peut le faire. Je le répète toujours, il n'y a pas besoin d'être un super radiologue pour pouvoir faire un score D'Agaston. Alors, je ne vous parlerai pas des sténoses modérées, puisqu'on va en parler le 15 octobre avec Philippe Pibaro. Sachez que c'est une situation compliquée, le pronostic des malades n'est pas bon. Et puis, il y a une étude qui est en cours qui s'appelle Unload TAVR qui va nous répondre à cette question. Je ne vous parlerai pas non plus du patient asymptomatique aujourd'hui parce qu'il me faudrait 45 minutes pour ça. Je finirai par la sténose aortique et l'amylose cardiaque parce que c'est une association, une liaison dangereuse. On a parlé de ça. Globalement, sachez qu'à chaque fois, surtout dans la population du TAVI, vous avez 10 à 15% de patients qui vont au TAVI chez qui il faut aller chercher une amylose cardiaque cachée à TTR. L'âge moyen généralement sont âgés, 80 ans, 70% d'hommes et la plupart du temps, dans 50%, c'est des gens qui ont un low flow, low gradient avec une borderline ejection fraction. Ça, c'est une situation, vous voyez très bien que la valve est calcifiée, mais ce que vous ne voyez pas et que les gens n'ont pas vu, c'est que le VG est trop petit, il est disproportionnellement, une hypertrophie disproportionnelle au degré de calcification. Regardez le gradient, il est à 14-24. Donc, il faut chercher quelque chose qui est caché, cette sténose aortique. Eh bien, ce patient, on lui fait un PYP scan et vous voyez qu'on a une amylose cardiaque. Il faut chercher en fait des red flags, que ça soit clinique, que ça soit électrique, que ça soit échographique, et puis surtout chercher des discordances, en réalité, chercher des discordances entre une dysfonction diastolique trop sévère pour la sténose aortique, une hypertension pulmonaire qui ne devrait pas être là, un épanchement péricardique, une discordance entre une hypertrophie et un relatif microvoltage, etc., etc. Ça, c'est un papier qu'on a fait avec Philippe Ibarro, Thibault et Julien il y a 2 ans et qui nous résume un petit peu tous ces red flags et qui nous permettent de penser à l'amylose quand on a une sténose aortique. Et la dernière diapo, et j'espère que vous allez me suivre, en fait, en réalité,
réalité, on n'a pas une seule sténose, mais beaucoup de sténoses. Il faut l'évaluer de façon très patiente, beaucoup de temps, au moins 40 minutes, en évitant tous les technical issues, et puis en prenant en considération le rythme cardiaque et les autres maladies associées. Low dose uniquement pour les gens qui ont une fraction d'éjection basse. Je n'ai pas parlé de l'exercice. L'exercice doit être fait chez les patients asymptomatiques pour être sûr, parce que dans au moins 50%, ils ne sont pas réellement en fait asymptomatiques. Il faut chercher des symptômes cachés. Le CT est dans les guidelines, il faut le faire. Le JLS, j'en ai pas parlé beaucoup, mais c'est important pour la fibrose myocardique ainsi que l'IRM. Et le PYP, à chaque fois que vous suspectez une maladie ou vous avez un patient qui est adressé au TAVI avec des choses qui ne vont pas ensemble. Et sur ça, sachez que la RTIM reste quand même l'indication classe 1 pour manager ces patients. Je vous remercie.